soir. Nous allons donc faire une petite promenade. J'aime bien le titre autour, Jean-Auguste Armand, comme si c'était autour de moi, alors que c'est plutôt. Bon, c'est une petite ambiguë que je trouve assez intéressant. Donc en fait, nous avons, comme nous ne savions pas très bien à quel public on s'adressait ici ce soir, si c'était plus des architectes, des artistes, etc., on a décidé de faire une promenade et dans l'histoire et dans les espaces et à travers l'architecture. C'est une chose qui m'a toujours intéressé et peut-être c'est un fil qu'on a décidé de mettre comme ça en place pour ce parcours. Et pour commencer, je pense pour se mettre un petit peu dans un climat propice, nous avons choisi de montrer un tout petit extrait de ce film de Soukourov, Élégie de la traversée. Et j'ai pris juste un petit extrait, c'est la fin du film, où nous voyons un personnage qui fait tout un voyage et qui va vers le musée en Allemagne, le Boijmans, rencontrer cet artiste, Peter Sanredam, qui est un grand artiste flamand qui peignait les églises et que j'ai énormément toujours aimé. Et je trouvais que c'était une bonne manière de dire, parce qu'en fait, c'est aussi ma démarche à moi-même, c'est-à-dire que je suis parti de la photographie à d'autres choses et que c'est allé vers la peinture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus en contact avec la peinture. Donc peut-être pour commencer cette histoire, nous allons juste voir ces 6 ou 7 minutes avec Soukourov qui commente l'arrivée de cet homme à la peinture. Вернулась луна, она заставила меня обернуться. Площадь старого города. Летняя тишина. Вечная жизнь. Не я ли когда-то написал эту картину? Не я ли когда-то видел все это перед собой, каждое дерево, каждую тень? Я хорошо помню это небо. Хорошо помню. Потому что долго ждал, когда облако начнет удаляться от меня, и я увижу его оборотную сторону. И прочту, что там написано. Если есть вера, небо живое, все мертво внизу, все живо здесь, наверху. И все здесь легко. Вечная жизнь. 1765 год. Питер Санредан. Да, это все же его работа. Я же тогда просто стоял рядом, вот справа стоял. А это он дописал позже. В тот момент коляски не было. А они на самом деле часто бывали здесь. О чем-то разговаривали. Деревья помню, но мне кажется, их было больше. А вот детей не помню. Нет, детей не было. А это окно никогда не открывалось. Питер это придумал. Никто не знал, кто здесь живет. И этого господина со шпагой я тоже никогда не видел. Площадь Марии. Это площадь Марии.
Краска высохла, и все остановилось. Все неподвижно, пока мы все или некоторые из нас не вернутся в этот город. Все будет так же неподвижно. Так, может быть, вернуться? Только как? Часы-то остановились. Так, запустим. Запустим. Башня. Тени неподвижны. Солнце уже далеко ушло. Не вернуть. А холст еще теплый. Bonsoir, merci pour cet extrait que je trouve comme une mise en abîme déjà pour commencer du lieu dans lequel nous sommes puisque c'était la Cinémathèque. On va parler dans ton travail, je voudrais parler plutôt d'inspiration à la place d'influence. On cite souvent dans les travaux d'artistes par qui ils ont été influencés. Je pense que dans ton travail, tu parles d'inspiration, de jalousie, de choses de cet ordre-là par rapport à d'autres œuvres. Et tu as été jusqu'à faire une exposition avec Sandre Dame, plus tard à la Villa Médicis. La façon dont les lieux sont abstraits et concrets. Et je trouve très beau cet extrait qui parle de la vie d'une œuvre et du but de traduire en durée et en vie quelque chose de fixe. Ça fait un peu beaucoup de sujets en même temps. À toi. Non, il y a effectivement quelque chose aussi du photographique qui est très fort chez Sandre Dame. C'est pas simplement un peintre d'intérieur d'église, mais c'est beaucoup plus. Quand on les voit, c'est quelqu'un de très à part, un peintre très à part, où on a senti qu'il y avait son sentiment du monde, et dans ce sujet-là, et avec tous les détails qu'on pourra voir justement peut-être un peu plus loin. Ici, on a mis cette première photo qui reprend la peinture avec ce quadrillage. Moi, j'ai commencé à devenir artiste à travers un appareil photo, à travers une caméra, à travers un dépoli quadrillé comme ça. L'histoire pour moi a toujours été, et aujourd'hui je peins par exemple aussi sur papier millimétré. J'ai besoin de la géométrie pour, en même temps, avec cette grande envie de traverser le miroir. Et donc bon, c'était une manière de commencer les choses. Et voilà le tableau. Et voilà donc une vue de l'exposition que j'ai faite il y a 2 ans à la Villa Médicis, où nous avions accroché à certains endroits un peu stratégiques, je dirais, de l'exposition, des tableaux de Sandre Dame. Donc il y a là donc, le tableau que vous avez vu précédemment, qui est accroché dans une salle. C'est une installation que j'ai faite dans les années 80, où on peut voir un certain nombre de stèles avec un certain nombre de photos. C'est une installation qui s'appelle Stationnaire 1. Et on peut suivre ensuite peut-être le parcours
je ne sais pas dans quel bouton, c'est celui-là peut-être. À droite, je crois. Droite ou gauche? Non. Ça devrait être droite. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le parcours. La Villa Médicis, c'est aussi un lieu en lui-même qui est assez compliqué, qui est très chargé. Et donc, au fond, c'était très intéressant de redoubler, c'est-à-dire de redoubler avec les peintures de Sanredam. Et mon travail, en prenant quelques fragments comme ça de mon travail, un relief métal des années 2000, plus loin, une grande pièce sur verre, ou des morceaux d'architecture que j'ai travaillé aussi dans les années 80, jusqu'à une peinture, non, une photographie, qui pourrait être une peinture de Sanredam, qui est une de mes premières photographies que j'ai faite dans une série qui s'appelait en anglais Something is Missing. C'était une photographie faite en Argentine. J'ai beaucoup photographié le monde comme ça et des lieux. Et là, il y a un petit peu aussi tout ce qui va être ensuite dans ma recherche très très présente, c'est-à-dire à travers ce quadrillage, mais aussi la perspective et aussi toutes les spécificités propres à la photographie, qui sont évidemment la lumière, la transparence, la profondeur de champ. Est-ce qu'on peut parler de la petite fenêtre qui est en lien avec Sanredam, puisqu'on... Ça, c'est une coïncidence. Ouais, c'est ce qu'on appelle, ce que Roland Barthes appelle un punctum. Voilà, mais Voilà. de préciser, c'est la petite fenêtre Ouais. au-dessus de la table. Voilà, oui, on la retrouve dans le clocher de. Oui. Et ce que je trouvais vraiment étonnant chez Sanredam, c'est effectivement que dans un tableau, il y a des tableaux, il y a cette relation aussi à l'espace un petit peu démesurée. On voit les personnages qui sont dans des échelles différentes, et cette manière très, je dirais, très psychologique de faire en sorte qu'il y a une grande stratification comme ça des lieux, des ambiances, des couleurs, et ce sont des tableaux qui sont très, très, très subtils et très riches, où il y a des tableaux dans les tableaux et des perspectives qui sont déformées. Et voilà, et c'était intéressant. Alors là, on voit mes premiers tableaux photographiques que j'ai réalisés en Espagne à la fin des années 70. Et là, c'était intéressant de mettre justement un tableau de Sanredam. Et peut-être, par exemple, un des premiers tableaux photographiques, ça m'intéressait de photographier comme ça les maisons sans charme, sans caractère de ces maisons, ces châteaux en Espagne, des touristes qui se sont construits ces maisons. Et je les ai photographiés d'une manière très classique, comme des peintures. Voyez, et on voit là l'ombre, on voit les différentes strates et la manière aussi pour moi de cadrer avec un grand appareil photographique et de faire de ces photographies ce que j'ai appelé à la fin des années 70 des tableaux. Est-ce qu'on peut peut-être venir 2 secondes sur les photographies des années 70, puisque comme vous l'avez rapidement évoqué, tu as réussi à transformer le statut des photographies à ce moment-là, qui était très peu apprécié, ou que dans un domaine dit photographique et pas dans les arts plastiques, que tu as fait un travail pictural avec ça. Est-ce que tu étais déjà près de Sanredam ou pas? Et le rapport avec ce qui est la nature et l'abstraction, je trouve déjà, puisqu'il n'y a aucun personnage dans ces sortes de paysages. Oui, ce qui m'intéressait, c'est de rendre assez noble des choses triviales. Donc on a la trivialité des sujets que j'essaie de rendre là comme l'intérieur d'une église. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple ici, les volets fermés, on voit la manière dont je cadre l'appareil fixe rien et tout. Là, on voit s'il fixe une espèce de triangle, un tuyau, et puis il y a un rocher qui vient se cadrer comme ça dans l'encadrement d'une fenêtre. Tout est très, très construit, et ça rend comme ça une espèce de dignité à une architecture, je dirais presque de papier. Et où ce qui m'intéressait aussi, c'était des maisons sans caractère, mais qui vous regardent. Là, on voit dans celle-là, par exemple, aussi ce côté très classique, je dirais, une nature morte à gauche avec les petits sapins, la pioche, la piscine, le jardin pas fini et la maison comme un petit modèle. Et tout d'un coup, pour moi, c'était intéressant d'appeler ces photographies des tableaux. Et à la fin des années 70, la photographie, je dirais, dite noble, était en noir et blanc, la couleur était beaucoup plus destinée à la publicité, etc. Et là, donc, ce sont ces premières photos que j'agrandissais au maximum et que je montrais sur les murs d'une galerie et dans des éditions uniques d'ailleurs. Voilà, donc là on peut voir un petit peu la taille des photographies dans une exposition.
voilà, d'autres images. Par rapport à l'architecture, là, c'est des lieux qui sont un peu le contraire d'un certain pouvoir, pour aller vite, par rapport aux églises qui étaient d'une autre dimension, même s'il y a beaucoup de vide dans le domaine des églises. Là, il y a l'utopie de certains types de logements. C'est peut-être une période où quelque chose était en train de se transformer en Espagne à ce moment-là ou pas. Enfin, quel était le... Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de travailler ce que j'appelais des instantanés lents. C'est-à-dire que, par exemple, c'est des espaces transitoires. C'est-à-dire que on voit, c'est pas fini, c'est en chantier. Et donc, il n'y a pas véritablement un sujet, mais c'est simplement un moment du monde. Et ça m'intéressait de montrer comme ça, d'une manière qu'il n'y a pas particulièrement de hors-champ, juste cadrer quelque chose et de mettre la caméra face à une chose et relier. Peut-être aussi la terre au ciel. Voilà, donc c'est vrai que c'est une époque aussi, je photographiais. Quand on est jeune, on photographie plus la terre. Je me suis aperçu que quand on vieillit, on regarde plus vers le ciel. Voilà, et ça fait, chez Sandre-Dame, ça fait des abstractions. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est de la peinture très, très abstraite. Et beaucoup de peintres abstraits ont regardé de très près Sandre-Dame parce qu'il y a là véritablement toute la précision et l'intuition que la peinture n'est pas simplement la reproduction du réel, mais bien autre chose. Là, je fais justement un exemple d'un peintre que j'aime beaucoup, Wayne Thiebaud, parce que Roland Barthes disait que les peintures de Sandre-Dame faisaient penser à des glaces aux noisettes ou à la vanille. Et là, par exemple, une peinture de Reimann des années 60. On a évoqué ensemble, en se rencontrant évidemment avant ce soir, la question de certains travaux, démarches d'artistes qui sont fermés mais qui ouvrent, et d'autres qui sont très ouverts et qui referment. On citait entre autres Reimann, qui a un principe très permanent, disons, mais en même temps, chaque tableau est complètement ouvert. Et ce petit fragment, c'est comme une fenêtre, c'est comme une architecture, c'est comme une dimension un peu infinie de la lecture. Ce que je trouve très beau aussi dans l'extrait de Soukourov, c'est à quel point chacun d'entre nous peut rendre vivant une œuvre, et donc ce que donne l'artiste d'une certaine façon. Est-ce que tu peux dire deux mots sur comment tu as joué avec... C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus, je dirais, le photographique qui m'intéressait que la photographie elle-même, et que je considérais plus l'art en tant que photographie que la photographie en tant qu'art. Et je me dis comment continuer à faire de la photographie ou faire quelque chose qui reprenne toutes les spécificités propres au médium, et d'essayer de travailler, par exemple, ici, j'ai commencé à travailler sur des spécificités propres à la photographie qui sont la transparence ou le cadre. C'est difficile de voir. Mon travail est très ambigu quand on le voit projeté, parce que la plupart du temps, ça joue sur la transparence, sur la réflexion. Et donc là, on ne le voit pas, mais par exemple, les motifs blancs qui sont dans le rose, c'est le mur qui est derrière la pièce, donc, où la pièce est accrochée. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ces notions de portée d'ombre, de fixité, de profondeur de champ, etc. Mais au-delà de la photographie elle-même, en essayant d'appliquer des spécificités propres à la photographie, j'ai toujours senti que c'était une manière de faire avancer l'art et de travailler sur des champs d'investigation un petit peu différents. Et donc, par exemple, une série, celle-là, est assez caractéristique. Ce qu'on voit en gris, c'est du métal qui est juste peint avec de la poudre d'aluminium. Alors là aussi, il faut voir la réalité, la texture et le relief de la pièce. Et derrière, il y a donc une plaque de plexiglas avec une encre très, très fine. Et la lumière passe à travers l'encre fine, donc c'est très difficile de le rendre, mais enfin, ça vous donne un peu une idée. Ici, par exemple, ce merveilleux musée à Bregenz, construit par Peter Zumthor, où j'ai eu la chance d'avoir une grande exposition, était un lieu tout à fait magnifique pour inventer une exposition. D'ailleurs, je n'ai fait que 2 œuvres nouvelles sur les 3 étages de cette exposition et dans ce musée,
Oui, la particularité de ce musée, c'est que les murs sont en béton, c'est que la lumière zénitale vient étage par étage par des ouvertures qu'il y a entre les étages. C'est vraiment un très bel endroit. Est-ce qu'on peut, parce que tu as tendance à aller un peu vite, mais je trouve que les travaux juste avant, donc picturaux entre guillemets, plexiglas, il y a quelque chose de la construction, des constructions dans le déchirement, que je trouve être aussi déjà présent dans les travaux photographiques où il y a l'idée de construction, déconstruction. Il y a aussi l'idée de plein et de vide, et un travail très singulier de couleur dans cet exemple-ci. Oui, alors la couleur pour moi était toujours extrêmement importante et moi j'ai toujours essayé de travailler ce que j'appelle les couleurs intellectuelles ou entre les couleurs. C'est-à-dire que là vous avez un rouge, là c'est pas un vrai rouge. Aucune couleur est une vraie couleur. Donc chaque couleur est extrêmement mélangée avec d'autres couleurs et la chance, l'adéquation qu'on peut avoir entre l'encre et le plexiglas donne une très grande fraîcheur à la couleur, même quand elle est sèche. Et ça c'est une chose qu'on n'a pas avec une peinture sur toile. Et donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai découvert en fait petit à petit, comme ça un petit peu par hasard, la qualité de l'encre sur le plexiglas et comment on pouvait la jouer. Et ensuite, effectivement, j'aimais bien cette idée de traverser le miroir, de découper, de travailler des aplats et que le dessin soit dans le cadre et que la peinture soit monochrome, et essayer de jouer comme ça sur ces ambiguïtés-là pour faire des objets qui ne sont ni des peintures, ni des sculptures, mais quelque chose d'un peu hybride comme ça. Est-ce qu'on peut aussi parler, on a souvent évoqué, tu parles de lieux ou de territoire ou d'espace, ça évoque également des cartographies éventuellement. C'est une chose qui est aussi dans tes sculptures abstraites. On a préparé un PowerPoint, vous aurez l'occasion de voir l'ensemble de son travail, donc de ton travail. Ce rapport entre territoire, lieu, espace, qui est très permanent dans ton travail depuis l'origine. Oui, parce que quand on commence à photographier des lieux, on continue à penser l'art comme des lieux. Chacune de ces pièces-là s'appelle des trophées. Chaque trophée est un lieu et comme une espèce c'est un trophée. Et donc on va conquérir comme ça un territoire. Et la forme elle-même, si pour moi elle est ni organique, ni géographique, ni elle est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on peut effectivement considérer peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de végétal ou qu'il peut y avoir quelque chose qui a une relation avec l'organique, mais ce n'est pas le cas non plus. Donc ça reste dans cette ambiguïté-là. Et c'est une manière d'être comme ça dans une représentation qui n'est pas bien définie. Voilà, donc d'autres exemples, c'est à la Galerie Ropac à Paris. Et là, on voit encore chez Sanredam, si on regarde tous les détails des tableaux, il y a tout l'art minimal est là, la relation au mobilier, au tableau, à l'accrochage, à la hauteur des accrochages, aux enfilades, au contraste, et c'est fascinant. Sanredam était jusqu'à aller donc dessiner sa propre pierre tombale, et je ne le savais pas, et moi j'avais fait la mienne quelques années avant, et qui montrait là, c'est pendant qu'une dalle de béton était en train de sécher, je l'avais coloré d'un certain pigment, et avant que ça sèche, j'avais tracé avec le doigt comme un espace. Et on voit derrière toute une série que j'allais commencer à faire, qui était une série qui était assez particulière. C'est à partir de photographies d'architecture trouvées que je transférais directement sur le plexiglas. Donc c'est pas vraiment une photographie, c'est pas vraiment du cinéma, puisqu'en fait l'image, elle est elle-même transférée, sérigraphiée sur le plexiglas qui est mise en avant du mur, tenue par des crochets métalliques. Vous voyez les crochets métalliques à travers. Donc le blanc que l'on voit, c'est le blanc du mur et l'ombre, et ça donne, enfin on va le voir après. Donc là où je commence aussi à travailler un petit peu la peinture, mais à travers le dessin. Et je me suis dit, au fond, c'était peut-être bien de transférer le dessin en sérigraphie sur le plexiglas. Ça donne ça, si vous voulez. Donc ça aussi, c'est une chose qui pourrait être un fragment de tableau ou quelque chose comme ça. Je précise que le dessin, c'est pour montrer la manière dont c'est travaillé, mais c'est pas une œuvre en tant que telle, alors que celle-ci est une œuvre. Il y a une différence entre ce qui sort. Ouais. C'est-à-dire que lorsque je dessine comme ça, je sais que le blanc, ça va être le mur, que le transfert. Donc ça, c'est la première étape pour arriver à l'œuvre.
Donc je dessine toujours ce papier millimétré, ça m'aide, je ne sais pas pourquoi. Et c'est la référence au dépoli quadrillé. Et ensuite, donc, voilà, on arrive à ça. Et donc, le travail de l'encre sur le plexiglas, le passage donc en beaucoup plus grand format, etc. Est-ce qu'on peut évoquer 2 secondes le rapport au paysage, donc à quelque chose qui est un sujet presque classique dans l'histoire de la peinture, mais qui revient assez fréquemment, même dans les tableaux abstraits. Enfin, dit abstrait, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du paysage avec certains signes qu'on peut reconnaître, comme la pluie ou le temps, enfin au sens météorologique, qui transparaît surtout dans l'exemple juste d'avant. Oui, ce qui m'intéressait dans les peintures, c'est comme des photographies arrêtées, ces peintures. En fait, à partir d'un dessin, ensuite, elles sont fixées, un peu comme un papillon est fixé. Et ça donne ça, si vous voulez, ça donne... alors, pour moi, c'était assez intéressant d'être dans quelque chose d'assez léger, d'un peu désinvolte, avec un petit peu d'humour, qui n'est pas non plus si proche d'une réalité ou d'une figuration, mais quelque chose qui reste très frais. La chance de l'encre sur le plexiglas, c'est que ça reste très frais. Il n'y a pas la lourdeur de la peinture. Le fait que le plexiglas soit aussi accroché, comme vous le voyez, avec les 4 supports métalliques, donne une très grande légèreté à ces peintures. Et donc, tout d'un coup, ça permet d'être... moi, j'ai toujours pensé que d'être un peu en moins, comme je le dis souvent à mes étudiants, essayons d'être un peu minables comme ça, on sera meilleur, d'avoir une espèce d'humilité par rapport à la représentation pour arriver à un moment donné à une espèce d'équilibre. Et là, je suis aussi aidé, et on ne le voit pas bien, mais par la profondeur, par le mur et par l'épaisseur que n'a pas la peinture, mais qu'a la lumière à travers le plexiglas. Alors, ça évoque la question du risque qui peut être pris par un artiste, et je pense que tu en as pris plusieurs, dont passer à ces tableaux, en étant partie d'une pratique photographique. Je voudrais qu'on évoque aussi le fait que tu as à un moment donné travaillé avec Bernard Basile. Donc tu as, dans ton propre travail, pas mal aussi évolué, transformé, testé, travaillé à plusieurs, enfin beaucoup de choses. Oui, parce que j'ai eu besoin des autres, parce que je suis fondamentalement pas doué, c'est-à-dire que je sais pas dessiner, je suis pas un très bon photographe, j'ai pas fait d'école d'art, etc. Donc j'ai essayé de trouver mon chemin en me posant des questions d'art et à travers aussi mes limites et une manière de faire. Donc j'ai été effectivement obligé parfois de transgresser parce qu'il fallait que je trouve mon chemin. Tant mieux. Et bon, c'est comme... Non, mais je pense que j'aurais adoré savoir mieux dessiner, etc. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, je trouve ma manière, et donc, quand on trouve sa manière, en fait, on amène une spécificité, sa singularité. Et voilà, ce que je dis aussi à mes étudiants, vous êtes uniques, donc vous soyez uniques. Donc, essayons après, en fonction de ses propres limites, comment on peut faire avancer au-delà du médium. Alors, les gens disent, mais tu fais de la photo, tu fais de la sculpture. Non, je fais de l'art. J'essaie effectivement d'avancer dans mon œuvre sur ces questions-là, et qui donnent... truc-là, quoi. Bon, voilà, donc là, un dessin qui donne ça. Et c'est assez simple, parce qu'en fait, en plus, il n'y a même pas de demi-teinte, ce sont des aplats. Mais il faut les voir en vrai. Dans une salle d'exposition, Non, mais là, je trouve que ça joue de cette question qui sera toujours ouverte entre figure et abstraction, entre paysage et mental, entre physique et intellectuel. Enfin, on peut faire à l'infini, mais de jouer du paradoxe. Il y a quelque chose qu'on reconnaît et qu'on ne reconnaît pas. Comme ce que je trouve intéressant. Oui, c'est compliqué parce que moi je viens d'une génération aussi qui avait mis de côté la peinture et donc on était arrivé à un moment donné une espèce d'impasse où la photographie est arrivée un peu comme aide. Je me souviens d'expositions qui s'appelaient, ils se disent peintres, ils se disent photographes. Alors il y avait le gars Boltanski qui faisait des photos, mais il se disait peintre parce que cette photographe. C'était assez intéressant et moi, j'ai fait un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'Académie de Munich m'a téléphoné il y a 4-5 ans pour me demander si je voulais prendre un atelier, la chaire de peinture après Sean Scully et Gunther Ford, j'ai cru que c'était une blague au début. C'est des très, très grands peintres. Et voilà.
et après, on m'a dit oui, parce que ce que tu fais, c'est peut-être une manière très intéressante de faire de la peinture, et il faut ouvrir d'autres portes, et tu as un chemin, et ça nous intéresse que tu viennes dire ce que tu sais sur ces questions de peinture. Et j'avoue que c'était une grande chance, un vrai cadeau, parce que j'ai énormément de plaisir à travailler aussi avec des étudiants peintres. Alors, on peut préciser que tu es prof depuis longtemps, et c'est, j'imagine, quelque chose qui te dynamise également. Ah, mais c'est ce que je préfère, l'enseignement. Non, à chaque fois que je vais comme je peux, parce que j'ai pas trop de temps, etc. Mais lorsque je sors de l'école d'art, après avoir discuté avec 2 ou 3 étudiants, je me sens toujours très, très en forme. Et ça moi, ça me fait énormément de bien, et j'ai énormément de plaisir à enseigner. Donc, c'est vraiment absolument pas... Alors, je tiens à préciser, parce que j'ai connu pas mal de tes anciens étudiants, que tu n'es pas du tout un prof qui fait des petits bustamante comme artiste, à la différence d'autres que je ne citerai pas. Mais donc, le goût de ce partage, il est assez enfin, il fait des résultats étonnants. Et tu les suis, d'ailleurs. Oui, parce que je suis assez égoïste, je leur prends plein de choses, ils m'apprennent plein de trucs. Non, mais c'est bien. Tu leur achètes des œuvres d'art. Oui, je les collectionne, je fais tout. Et voilà. Donc là, d'autres peintures plus récentes, où là, par exemple, le blanc est très très fort. C'est-à-dire que le mur derrière, il est très présent. Tout ça est très fixé. Donc, c'est en même temps assez intéressant parce qu'on y voit évidemment des réminiscences de l'histoire de la peinture, qui serait par exemple l'expressionnisme dans le cas. Mais là, c'est un peu de l'expressionnisme arrêté. C'est comme de l'expressionnisme gelé dans le plexiglas. C'est ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à un moment donné, d'arrêter le mouvement comme il est arrêté dans le plexiglas. C'est en fait une spécificité photographique, mais peinte. Et là, ça permet d'avoir une relation comme ça à l'œuvre qui est un petit peu différente, il me semble. Est-ce qu'on peut évoquer éventuellement par rapport à ce qui est la transparence, je penserais à 2 artistes tout à fait différents, mais enfin bon, Fontana évidemment, et David Ammons avec ses plastiques transpercés, où c'est 2 positions tout à fait différentes, je pense, enfin, l'une plus politique directement en tout cas que l'autre. Je parle dans le cas de David Ammons, mais je sais que tu es un artiste qui regarde beaucoup ce que font d'autres, et que c'est aussi ce qui te nourrit. Oui, ça me stimule, je suis assez jaloux aussi des artistes, donc je collectionne ceux qui me rendent jaloux, donc je les mets autour de chez moi. Voilà. C'est dynamique d'être jaloux. Et parce que je supporte mal de mettre des œuvres à moi chez moi, donc il n'y en a pas, je commence maintenant un peu, il y en a 1 ou 2. Mais, et ça, voilà, tu parles de Fontana, évidemment, et David Ammons, qui est moins connu et que je trouve... Vous aviez d'ailleurs montré à la Ponta della Dogana une œuvre de David Ammons que j'avais énormément aimée récemment. David Ammons est un artiste américain black qui a beaucoup milité sur cette question-là et sur la culture, et qui a une carrière tout à fait singulière puisqu'il a exposé dans des endroits dans la rue en faisant des boules de neige, dans des shops de voyantes, ou dans des supermarchés, dans Harlem. Il n'a pas de galerie attitrée, il a vraiment redéfini sa manière de montrer son travail. Et donc à la Pointe de la Douane, c'est un tableau très mal peint sur lequel il a recouvert des sacs poubelles transparents. Donc tout travail... C'est très raffiné en même temps. Bien sûr, mais tout travail, parce qu'on n'a pas d'image de ça, tout travail sur la transparence et la présence, le fond et le devant. Voilà, donc là, c'est une série, on voit 2 dessins, mais il y en avait, je ne sais pas, une 50aine, parce que Éric de Chassé, la Villa Médicis, m'avait commandé 4 peintures pour le Grand Salon. Et donc, j'avais décidé de faire des peintures plutôt monochromes en une couleur pour le Grand Salon, assez abstraites, comme ça, avec un certain mouvement. Les voilà dans une galerie, mais on va les voir en situation à la Villa Médicis. Voilà. C'était en même temps que l'exposition Sainte-Rédame ou après? En même temps. Voilà. Et alors voilà, là, on va voir peut-être une petite série justement de cette série qui s'appelle Les Lumières. Alors c'est assez particulier parce que c'est pas moi qui fais les photos, c'est des photographies d'architecture que je vais prendre dans des archives, que je rephotographie et qui ensuite sont retransférées sur le plexiglas, et je leur donne une toute nouvelle vie, une autre manière d'exister. Et ça donne. Alors j'étais plus intéressé, je crois que c'est aussi lié peut-être à mon enfance, où comme nous tous, souvent, on a
la relation qu'on a quand on est enfant avec l'architecture, dans les écoles ou les grands couloirs, etc. Il y a cette... je sais pas, j'ai revisité il n'y a pas longtemps une école où j'ai été, bon, c'est tout beaucoup plus petit que l'image, et je trouvais que c'est intéressant de retrouver comme ça des espaces d'enfance, donc plutôt des écoles, des salles des fêtes vides, et de les transférer. Et donc le blanc que vous avez là, encore une fois, c'est le blanc du mur derrière, c'est pas éclairé, c'est juste l'image qui est traitée d'une certaine manière, qu'il y a une très grande profondeur. C'est des lieux de mémoire, enfin c'est de la mémoire générale presque. Oui, pour, oui, quelque une chose mémoire collective. Oui. Et par rapport à une utopie d'architecture, parce que c'est assez beau comme endroit. Enfin, il y a un côté moderne, je veux dire, moderniste dans le... Oui, mais ce qui m'intéressait, c'est le résultat. En fait, ce qui m'intéresse plus que l'architecture dans ces images, c'est la lumière. Donc, au fond, comme ici ou là, la lumière joue un rôle capital. Donc, en fait, mon choix est beaucoup plus lié à la relation que la lumière a avec l'architecture et comment elle joue, parce que je sais que dans le système que j'ai mis au point, c'est ce qui va donner, c'est ce qui va faire œuvre plutôt que la photographie elle-même. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de faire cohabiter dans des expositions. Là, c'est une exposition que j'ai faite à Moscou entre des pièces au sol. J'ai commencé aussi à travailler beaucoup sur l'horizontalité, sur donc des pièces. Ce sont comme des vêtements qui sont découpés dans du PVC, mis sur des tapis, et donc avec un triptyque ici. Avec une très grande profondeur, une perspective assez étonnante, toujours sur le même. Mais la lumière est un des sujets même de la peinture, hein, je dirais quand même. Donc, oui, dans notre histoire. Là, dans le cas-là, c'est essentiel. C'est pour ça que j'ai pris l'extrait du film de Sokurov tout à l'heure, parce que on finit comme on est là, quoi. Et au sol comme des territoires, mais aussi comme de la peinture, je trouve. Alors comme ça, j'ai mis de temps en temps des peintres qui me sont chers, surtout que ce sont des amis, mais qui ont disparu un peu prématurément. Günther Fork, très grand peintre qui est mort l'année dernière et qui enseignait avec moi à Munich, avec lequel j'ai toujours senti des affinités. Là, on voit des proximités sur ce qui est rayure, sur le verre, par exemple, que tu emploies d'une certaine manière. Le rapport au, entre guillemets, dessin ou trace, même si... Je crois que c'est sur un tableau classique, parce qu'il travaille sur plomb, sur différents médiums, et il a aussi pas mal cherché ce qui peut faire objet peinture, disons. Oui, alors là, c'est une autre espèce de variation qui m'intéressait. Au fond, j'ai commencé la photographie avec un appareil photographique qui est une chambre sur un trépied. Et j'ai toujours pensé qu'une cage, en plus on dit le petit oiseau va sortir, etc. Donc j'ai commencé à faire des cages sans porte, de différentes hauteurs, comme des lieux fermés, des architectures des géométriques très simples, minimales, comme ça, très blanches, dans lesquelles il y a dans chacune des cages un oiseau vivant. Et j'avais montré, ça c'était à Zurich, mais j'avais une salle aussi pour l'exposition au Guggenheim de Prémissis qu'avait fait Bernard Blisten. J'avais fait toute une série comme ça de cages, et autour j'avais mis un certain nombre d'œuvres sur plexiglas, aussi de lieux d'enfermement, et donc c'était assez intéressant pour le spectateur qui lui-même aussi dans une architecture, donc on redouble comme ça ces lieux d'architecture et l'oiseau dans l'architecture même de sa propre cage, et ça donnait ça. Mais j'ai lu que tu les avais fabriqués en Palestine. Oui, alors, elles sont nées dans une exposition. J'ai été invité à Jérusalem-Est par Jacques Perséquian, qui était un galeriste, qui était le premier palestinien à avoir une galerie d'art contemporain. Il m'avait dit, est-ce que tu veux faire une exposition ? Alors j'ai dit oui. Alors je ne savais pas trop quoi exposer, parce que tout acte, tout geste dans une galerie de ce type a un porté comme ça un peu politique. Et en fait, donc j'ai décidé de faire fabriquer par un atelier de Palestiniens 4 ou 5 cages, celle-ci, et puis à la fin de l'exposition, j'ai donné les cages au musée de Tel Aviv, à Ramallah, à différentes personnes, à des deux communautés. C'était une manière comme ça de faire. Non, mais parce que c'est un aspect qu'on ne connaît pas forcément de ton travail aussi, l'implication et la générosité
je trouve que c'est bien de souligner. Oui, mais j'aime pas trop. Il n'est pas dans mon travail, il est plus dans ma vie. Peut-être on en parlera après, mais c'est déjà dans l'enseignement, il y a ça. Et c'est-à-dire que je pense que l'artiste peut avoir aussi un rôle dans la société au-delà de son atelier. Et d'où mes multiples activités par ailleurs. Et je trouve qu'ensuite, ça le nourrit bien d'ailleurs dans son propre travail sans que ça soit le sujet principal. Voilà, donc d'autres images. Celles-ci, c'était aussi des époques mélangées d'un point de vue... Oui, mais je les avais choisies particulièrement pour un certain type d'architecture d'enfermement, parce qu'en fait, c'est toute une installation qui marchait avec les 12 cages et quelques pièces comme ça, et en fait, l'ensemble formait une pièce. Alors là, j'ai tenté une chose que j'avais jamais, toujours essayé de progresser, parce que tout le monde me disait, mais on voit jamais de personnes dans des photographies, il y a jamais de représentation humaine, etc. Et donc, lorsque l'État français m'a confié le pavillon de la Biennale de Venise pour la 50e édition, une des salles, j'ai décidé de voir de quelle manière je pouvais peut-être faire en sorte de révéler des personnages, de révéler des personnes qui nous regardent, et toujours avec le même procédé, mais ce sont des photographies en fait de boîtes de nuit trouvées sur Internet dans de très mauvaise qualité, qu'ensuite je retravaille, que je rescanne, et ça donne ce type d'image un peu fantôme, de personnes, on a l'impression que lorsqu'on les regarde, on ne sait pas si c'est eux qui sont morts, ou si c'est nous qui sommes vivants, ou l'inverse, et il y a quelque chose que je trouvais très intéressant dans les regards. Alors là, il faut le voir, évidemment, ce sont des formats d'1,80 m par 1,50 m. J'ai donné cet aspect fantomatique un peu verdâtre, donc la couleur est très très monochrome. J'ai creusé les yeux, par exemple, et donc on a quelque chose qui est de l'ordre entre la peinture et la photographie de personnes qui seraient derrière un verre et qui vous regarderaient. Donc c'est la peinture qui vous regarde. Oui, quand tu parles de l'architecture qui regarde et voilà. de l'œuvre qui regarde, en fait. Ça, je trouve que c'est une des manières, en fait, de supporter... j'ai fait aussi des portraits, et tout d'un coup, c'est plus monsieur un tel qui vous regarde, c'est l'humanité qui vous regarde, c'est des êtres humains qui vous regardent. Et donc, c'est beaucoup plus supportable de la voir parce que ça évoque notre condition plus que le portrait de monsieur ou madame. Et puis c'est foule, c'est une foule, c'est tout voilà. Pas pareil si c'était un portrait unique, c'est assez différent. Là, ça parle du commun, je veux dire. Mais je l'ai fait aussi avec des doubles portraits, comme ici, d'une mère et sa fille. J'ai fait exprès de donner une couleur magenta. La couleur magenta, c'est malheureusement, on ne le dit pas assez aux collectionneurs, mais les photographies couleur, ça devient, au bout de 50 ans, magenta comme ça, il faut le savoir, si vous les mettez trop à la lumière. Donc, au fond, j'ai préféré le faire à l'avance. Donc, j'ai accéléré, si vous voulez, le magenta sur ces images. Et ça donne une mémoire comme ça du temps. Et cette relation à ces deux femmes qui nous regardent derrière le plexiglas, il y a cette relation que j'essayais de trouver là, dans la représentation humaine, qui serait d'une humanité, de personnes qui vous regardent. En même temps, elles sont souriantes. C'est pas quelque chose qui est actuel ou passé, mais quelque chose d'assez gai dans le... Mélancolique. Ça dépend comment on est. Oui. Voilà. Et alors, par exemple, le blanc, la moitié du visage de la jeune fille, c'est le mur derrière. Il n'y a rien sur le plexiglas, il est transparent, mais complètement. Donc c'est intéressant de le voir, parce c'est assez violent. C'est-à-dire qu'on arrive de loin, l'œuvre est très grande, et il y a comme ça cette relation assez forte dans la perception d'une image, qui serait une image un peu flottante, qui est entre le film et la photo. Et voilà, je crois que c'est assez attachant, enfin c'est assez fort, je dirais... C'est assez vivant. Oui. Ben là, je m'étais amusé à en faire une, par exemple. C'est un match de hockey et la glace, c'est le mur. Et entre les spectateurs et la glace, il y a aussi d'autres vitres. Alors, on est dans une pièce qui est sans fond. Et par rapport à la question de lumière qu'on a évoquée, tu parlais de l'importance de l'ombre par rapport à la photographie, la pictorialité de la peinture, la question de la lumière, mais de l'ombre. Donc forcément,
elles doivent bouger en fonction de Non, mais là, l'éclairage. l'expérience, encore une fois, là, c'est ce qu'on voit projeté, c'est absolument pas les pièces. C'est une idée des pièces parce qu'il y a l'ombre, il y a le plexiglas, il y a la peinture. Enfin, on perd énormément. Enfin, ça donne une idée quand même. Et donc, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on voit tout le processus de ce que c'est la transparence, la réflexion et l'espace du jeu. Et voilà. Ça, c'est une salle de musée du Grand Ornu en Belgique, où là, j'avais justement alterné, c'est-à-dire que j'avais fait une très grande sculpture, peinture au mur, on retrouve certains aspects, certains motifs qu'on va retrouver dans des photographies ou dans des peintures. Et en fait, je rejoue la grille, je rejoue la transparence, je rejoue la relation du géométrique à l'organique. Et voilà, je crois que c'était une des dernières salles de l'exposition pour essayer comme ça de rejouer. Vous savez, un artiste, au fond, il a 2 ou 3 idées, ensuite il rebat les cartes, c'est toujours les mêmes. Et alors après, il faut trouver des idées, il faut tirer des fils et avoir des idées pour essayer juste de creuser un peu plus le sillon. Mais est-ce que tu appelles organique là, parce qu'on va voir plus loin une autre proposition avec cette sorte de corde. Enfin, moi, je le vois comme quelque chose qui relie. C'est une très grande cage en métal. Elle fait peut-être, je ne me souviens plus, 4,50 m, 5 mètres de haut. Et donc là, on la voit de dos. Et enfin, et de l'autre côté, il y a comme un réseau de tubes qui sont un peu rougeâtres, qui sont tenus par, là on le voit pas bien, mais par des liens en plomb et qui font comme une espèce de réseau organique, qui font comme une espèce de peinture abstraite qui est plaquée sur la cage. Voilà, on retrouve des tableaux photographiques des années 70. Mais c'est intéressant ce que je vous disais tout à l'heure, au fond, un artiste, plus ou moins, toujours les mêmes obsessions, puis après, on avance. Voilà. Ça, c'est une série. Alors, j'adore le titre de la série. Ça, ce sont les maisons insomniaques. J'ai fait toute une série, quand je voyageais, comme ça, etc., des maisons du bout du monde, et sans qualité architecturale, bien évidemment, mais des maisons qui sont au bout du monde. Et je les ai photographiées d'une manière assez simple, et j'en ai fait un portfolio qui s'appelle Maison insomniaque. Et voilà, donc là on est en Uruguay, par exemple. Je crois qu'il y en a une autre, il y en avait une vingtaine, et là il y en a une autre, là on est dans un petit village au Japon. Et ça, tu le faisais de manière dans tous tes voyages, et après tu les as... C'est des choses que j'ai fait à côté, que j'avais par plaisir, pas obligatoirement pour les exposer. Puis un jour je les montre, et un éditeur a fait un portfolio qui s'appelle Maison insomniaque avec ses photos. Voilà. Ce n'est pas des tableaux photographiques, c'est des photos qui ont ce format-là. Mais je tenais à les mettre parce que ce sont des images que j'aime beaucoup. Mais je trouve que ça parle de l'architecture presque fermée, sans vie, et en même temps utopique, parce que même si elles sont entre guillemets banales, elles ont une vie. Et j'adore le titre de la série. Je trouve qu'en général, tu nommes... C'est important, les titres. Voilà, je veux bien qu'on en parle 5 minutes. Oui, non, c'est très important. Voilà encore. Ça, c'est un tableau des années 70. On fait une espèce de mélange. Ça aussi. Mais Donc des fragments d'architecture qui m'ont donné... Voilà, je trouvais, au fond, j'aurais pu ne rester qu'à la photographie. Mais au fond, je n'étais pas vraiment satisfait. Parce que je trouve que la photographie est un médium extrêmement important, mais en même temps, c'est assez pauvre, une photographie. Une photographie, c'est du papier, il n'y a pas de matière, ça reste pour moi... voilà, j'admire les gens qui restent sur un médium. Moi, j'en suis incapable. Donc, après avoir fait toutes ces séries, j'avais vraiment envie. D'ailleurs, on le voit dans ces photographies. On voit qu'au fond, c'est presque des sculptures qui sont photographiées dans le paysage. Et donc, au fond, après, j'ai des idées de les faire quelque part. J'ai commencé à faire ce que j'appelle des paysages et qui sont des fragments d'architecture, mais d'une manière assez brute, sur du métal rouillé peint au minium de plomb, où on voit qui continuent à rouiller, qui sont ensuite poncé, et c'est toute une série que j'ai fait dans les années 90, je crois.
voilà, qui sont un petit peu tirés de mes photographies, mais qui sont comme des paysages abstraits, d'un matériau très lourd. Hein. Ça, c'est une pièce qui pèse 200 kg, etc. C'est du métal très, très épais. Et je passe le minium de plomb, qui est en fait une couleur de nécessité. Et normalement, le minium doit être, c'est un anti-rouille qui doit être recouvert. Et je l'ai utilisé comme couleur finale. C'était intéressant parce que c'est une couleur signalétique et c'est une belle couleur. Et c'est une couleur que j'ai ensuite employée énormément. Là, on voit ici une très grande pièce, encore dans le musée de Zumthor à Bregenz, qui est là, alors un immense plexiglas sous une grille, sous une grille, et un peu comme de la lave. Hein, avec des déchirures aussi. Voilà, et des déchirures. Ouais. On n'a jamais évoqué, mais un grand peintre qui s'appelle Clifford Steele, Oui. qui a fait des sortes de déchirures picturales. Oui, j'aime beaucoup. Qui a dû aussi te dynamiser. Mais les paysages, enfin les architectures, le choix du matériau silo, parce que ça paraît très léger dans les deux sculptures d'avant, paysage, c'est aussi très pictural. Hein. On voit la trace, voilà. Ah oui, non, ça, par exemple, c'est la peinture, parce qu'en fait, les traces, c'est du papier de verre que je passe comme ça. À un moment donné, moi, j'ai passé beaucoup d'années pour gagner ma vie au départ comme tireur de photographie. J'ai passé peut-être 5 ans de ma vie dans les chambres noires à voir. Ça, c'était mon école de beaux-arts, à être tireur. Donc, pour moi, voir se révéler une image, ça a été vraiment toute ma formation. Et donc là, c'est une manière pour moi aussi, en pensant avec un papier de verre de la peinture, c'est faire sortir quelque chose. Il y a toujours cette même question de l'arrière, de l'ombre, de ce qui est le plus devant ou le plus de perte de perspective, paradoxalement. Voilà, ça d'autres pièces où j'aime bien dans des expositions là, travailler donc le lieu, donc au-delà des cages, j'ai fait aussi ces espèces d'aquariums avec des plaques boulonnées devant, derrière, on ne sait pas très bien si elles flottent. Bon, j'ai fait quelques pièces comme ça. On voit une autre peinture au fond. Pour rappeler les titres, tu leur donnais des titres ou pas? Là, la série des aquariums, ça s'appelle Aquarama. Aquarama. Et les autres, je ne me souviens plus. Ça, c'est un peintre que j'aime énormément, donc je l'ai mis comme ça, parce que c'est un peintre qui m'a énormément marqué. Il y a des peintres qui vous marquent, mais qui ne vous influencent pas obligatoirement au niveau de ça ne ressemble pas comme Sanreda, mais il y a, je trouve, par exemple, dans un tableau comme celui-là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Alors, on va me dire, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de la peinture, du savoir-faire, de la manière, du regard, de la composition, de l'humanité, parce qu'il y a le temps, il y a les corps, il y a les chaussures, il y a quelque chose, il y a un morceau de meuble, il y a l'économie de la couleur, quelque chose qui vient de la peinture abstraite que je trouve remarquable. Voilà, donc ça, c'est quelques expositions que j'ai fait. Ça, c'est une exposition à New York, où je travaillais d'une manière quand même assez minimale, comme ça à l'époque, dans des grands verres avec des plaques boulonnées, avec des grandes pièces que j'appelle des sites. Chaque pièce, là, c'est aussi c'est du métal lourd, hein, passé au minium de plomb, donc c'est 2 tonnes à peu près chaque pièce. Hein. Donc là aussi, on a l'impression que c'est du carton. Là, c'est un peu la même chose. Et là, par rapport à la question du lieu architectural, c'est très défini. J'ai fait des choses comme ça qui, pour moi, sont des lieux où il n'y a pas de dents derrière. Puis, par exemple, les bars qui sont là, c'était comme une sculpture à faire ou pas finie. C'est un moment. En même temps, ça peut faire penser à la peinture. Hein, ça peut faire penser à un zip de Bartlett Newman. Mais c'est aussi des bars qui sont posés comme si elles étaient en attente de quelque chose. Et ça, j'aime bien cette idée de travailler la sculpture et comme je l'ai fait avec des photographies, encore une fois, les obsessions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire d'être dans des lieux qui ne sont pas finis, des choses en construction, où il s'est passé quelque chose avant, il est pris de se passer quelque chose après. Et dans ce moment-là, c'est comme des instantanés du temps. Et là, le blanc, c'est toi qui l'amènes, qui creuse c'est pas le blanc en traversée, c'est toi qui amènes le blanc. Donc, juste poser des barres en métal de 4-5 mètres comme ça. Bon, ça aussi, c'est des pièces qu'il faut expérimenter. Et par rapport au blanc du White Cube, donc de l'idée d'espace parfait, le blanc, où en général on expose toujours dans le blanc, mais toi tu as fait un papier peint à un moment donné, donc tu re-questionnes. Ah, mais vous allez voir après.
Non, mais alors, moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec les autres artistes et j'ai eu la chance de faire une exposition avec cet immense artiste qui est Ed Ruscher. Et nous avons fait au musée de Strasbourg une exposition un peu mano à mano tous les deux. Et ça, c'était une très, très belle expérience. Donc, lui, il mettait ses peintures, mes photographies, les pièces. Et nous avons décidé, en plus, de prendre un risque énorme. On a essayé de peindre tout le musée en jaune vif, comme ça, donc c'est très mauvais goût. Ça dépend. Non, mais c'était une exposition. Non, parce qu'on voit par exemple les pièces sur plexiglas que j'ai mis au mur, donc sur le jaune. Donc c'était une vraie expérience. Donc on n'est plus dans le blanc. Hein, et vous allez voir après petit à petit, je l'ai fait souvent après avec du papier peint, des couleurs. C'est-à-dire que au fond, on laisse passer la lumière et elle va. Souvent des collectionneurs me disent mais on n'a pas de mur blanc chez nous. J'ai dit mais mettez la pièce sur ce que vous voulez. Et donc là, on avait ça. Dans cette relation avec les pièces, les œuvres de Ruscher Est-ce qu'on peut parler peut-être des boîtes qui s'accumulent, là, comme on vient de voir parce que tu parles parfois d'horizontalité et de verticalité. Oui, alors ça c'est une pièce qui contient chaque boîte, en fait c'est plusieurs boîtes les unes sur les autres, chaque boîte contient une photo, et cette pièce elle peut être dispersée d'une manière aléatoire dans l'espace, je crois qu'on va le voir après. Et ça j'aimais bien ça, là je l'ai mis en colonne comme une architecture. Voilà, où je travaille. L'idée aussi fait aussi des pièces qui sont comme des encadrements. Une pièce très importante pour moi au premier plan, qui s'appelle le bac à sable. C'est comme du talc, un sable très très fin qui fait comme un paysage. Il est encadré comme un encadrement de tableau, et la pièce elle-même est en béton. Et vous avez choisi ensemble de mettre Inferno là, à côté du feu. Oui, avec le jaune, avec ce tableau de Ruscher qui est, il a fait des tableaux comme ça qui sont des fragments de films. On voit les barres comme ça. Ouais. Donc c'est des fragments de films. Et c'était assez amusant de les mettre ensemble. Et là, vous avez travaillé tous les deux ensemble ou avec un curateur? Je suis curieux. On a travaillé avec Jean-Pierre Criqui. On a travaillé à trois. C'est-à-dire que moi, je suis allé le voir à Los Angeles, puis il est venu à Paris, puis Jean-Pierre Criqui a fait le choix, il nous a proposé. Et puis c'était une très belle expérience. Parce que là, c'est joli comme discussion. Oui. Voilà, là c'était à la Fondation Henri Moore, où je présentais un bac à sable ouvert et un bac à sable fermé, qui est un peu comme un socle. Là on voit au fond, je pense qu'on ne les verra pas cette fois-ci, mais il y a des pièces. J'ai fait beaucoup de tables avec des photographies posées dessus. Donc voilà une mise en scène de la colonne que l'on a vue tout à l'heure. Est-ce qu'on peut peut-être, on n'a pas évoqué un photographe que tu aimais bien, qui fait aussi une question de mise à plat et de mise au mur, enfin je ne sais pas comment dire, d'accrocher ou de percevoir d'une autre manière, qui est, je pense, un photographe qui devient presque pictural. Je pense à Wolfgang Tillmans, qui est le seul qu'on a évoqué, en fait, parce que je te pense très 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 loin de la photographie, même si t'es... Non, je ne suis pas loin, et je continue à en faire, même si je ne la montre pas, etc. Moi, j'étais un petit peu déçu quand la photographie est arrivée dans le champ de l'art, que les photographes ne prennent pas plus de risques. Et lorsqu'on voit aujourd'hui la manière dont, effectivement, des grands photographes, je ne sais pas, comme Stroud, Gourski, etc., ont développé leur propre travail, ils l'ont, à mon avis, développé beaucoup plus comme des grands photographes et comme de grands artistes. Et ça, je le regrette. Même s'ils sont des photographes merveilleux, je ne pense pas qu'il y a derrière un vrai projet artistique, et ça me gêne un peu, ce qui n'est pas le cas d'un autre type de photographe, comme Tillmans, par exemple, qui effectivement, au-delà du fait qu'il fasse des photos et tout ça, travaille sur l'idée de la photographie et sur aussi un projet personnel qu'il a, comme le peuvent avoir aussi des gens comme... je ne sais pas, Cindy Sherman ou Baldessari, des gens comme ça. Et j'ai trouvé un peu dommage que ces photographes de ma génération, parce que moi j'ai eu l'impression au départ d'ouvrir un peu quand j'ai fait mes tableaux, je dis on va y arriver, on va faire quelque chose, etc. Moi je me suis arrêté, donc en fait j'ai pas trouvé un chemin si satisfaisant, et je trouve que les autres qui sont venus en même temps, sinon après moi, ont effectivement développé la photographie tableau d'une manière, je dirais, assez exemplaire, mais un peu ennuyeuse. Et voilà, bon, ça c'est mon point de vue. Voilà, ça c'est aussi un artiste que j'aime beaucoup, qui fait des tableaux qui nous regardent. Et voilà. Qui a aussi une très grande conscience de l'histoire de l'art, dans tout ce qu'il a pu faire, et ce qui est visible est invisible. Parfois c'est des mots blanc sur blanc, donc on voit presque rien, et c'est à soi d'aller chercher. Parce que parfois on est dans une époque où
à cause de la consommation, des images, etc., et souvent, on s'attend à ce qu'on nous donne tout, alors que je trouve que c'est important qu'on se déplace et qu'on cherche. Ça, c'est une grande peinture sur métal, qui doit faire à peu près, je sais pas 2 mètres. Et c'est très fort, parce que les couleurs sont très... Voilà. J'ai un tableau chez moi de lui, et par contre la phrase, elle est presque invisible, et il y a marqué « Nous les mots, nous fermons les yeux, et toi, homme, tu ne peux plus rien imaginer ». Et les lettres, elles disparaissent dans le tableau, comme ça, c'est très très beau. C'est aussi quelque chose de l'ordre de la mise en abîme, puisque les mots sont enfermants, donc on doit les dépasser, comme là, dépasser ce qu'on regarde. Alors, j'ai fait aussi de l'architecture. C'est important le titre. Oui. Alors, ça, c'était une commande que j'ai eue à Orléans. Donc, c'était le long d'une ligne de tramway où on nous avait commandé voilà, des sculptures. Et moi, j'ai pensé à faire quelque chose qui serait entre la sculpture et la maison. Et je me suis dit, je vais faire une chambre d'amour ou une maison close. Bon. Et donc, j'ai pensé, voilà, j'avais vu des photographies en Inde, souvent où il y a des espèces de plaquages comme ça entre architecture internationale et puis des espèces de fragments, comme on voit ici les balustres, ces espèces de collages qui sont assez amusants. Et je me suis dit, on va mettre le balcon de Roméo et Juliette, on va faire un cube un peu à Le Corbusier, on va fermer la maison, on a cette fenêtre, on va mettre un plexiglas évidemment qui est fermé, on va mettre un ordinateur dans la maison avec une grande lumière et la maison va s'allumer le soir de temps en temps, on ne sait jamais quand, et elle va s'éclairer un peu comme un phare. Et on ne va rien dire, et les gens qui sont autour, qui sont un peu appropriés la maison aujourd'hui, ne savent pas trop, parce qu'il rien n'est marqué, sinon qu'ils ne savent pas si c'est une maison habitée, si c'est... Voilà. Et j'ai eu du mal à l'époque, parce que ça coûtait quand même assez cher à faire. Je me souviens, le maire avait eu du mal avec les élus, parce qu'on disait, au moment où on manque d'habitation, de logement, etc., comment vous osez construire une maison qui sert à rien? Mais non, comment tu as réussi à les convaincre? Et donc, ça avait été discuté en réunion municipale en disant, voilà, on va construire une maison qui ne sert à rien, alors qu'on manque de logement. Et c'est pas trop. Enfin, une des choses compliquées dans la commande publique, c'est la maintenance des œuvres. Donc oui, là, alors ça, moi, j'avoue que comme je veux pas me faire du mal, je ne suis pas ce qui se passe. Okay. Peut-être qu'elle est complètement abandonnée et tout ça, mais ça, je le fais pas parce que on a un contrat qu'on signe avec la municipalité et j'espère qu'elle l'entretient. Mais voilà, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé la voir. Ah, René Daniels. René Daniels, peintre aussi hollandais que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup sur cette notion d'espace, architecture. Là, il y a... Alors là, on voit justement l'architecture de Peter Zumthor, de ce musée. Donc, vous avez vu certaines salles tout à l'heure. Et donc, le directeur du musée m'avait dit, si tu veux, tu peux intervenir sur la façade. Et donc, au fond, j'ai dit, mais on va essayer de faire respirer comme ça le bâtiment. Donc, on a mis un certain nombre de spots de cette couleur un peu rosâtre avec des variateurs. Et ça s'allumait, ça s'éteignait un peu comme un phare. Et puis, en respirant, ça donne... Bon, là, on ne le voit pas parce que l'image est fixe. Mais ça donnait... des choses comme ça. C'est proche de la maison d'amour qui vit, ouais, puisque les lumières bougent. Voilà. Et je vous conseille d'aller voir ce musée, si vous avez l'occasion, à Bregenz. Oui, c'est un must. C'est magnifique. Ah, c'est fini? Non. Alors ça, c'est une autre expérience aussi avec l'architecture. J'ai choisi un peu dans mes archives. Le musée Kröller-Müller a la particularité d'avoir un jardin de sculpture formidable. Et un jour, le directeur m'appelle, me dit, voilà, j'aimerais bien si tu pouvais faire une sculpture pour le jardin. Et alors, je suis venu. Pour moi, c'est assez difficile de faire des sculptures comme ça.
Et alors j'ai vu ce magnifique pavillon construit par Rietveld, et j'ai demandé est-ce que je peux faire quelque chose avec le pavillon de Rietveld. Alors il m'a dit oui. Et donc le pavillon Rietveld, qui était un pavillon en fait qui avait été déplacé là, mais qui était un pavillon d'une foire qui avait servi comme lieu d'exposition. Et donc j'ai décidé de faire passer une ligne organique, donc dans cette géométrie de 120 mètres de long. C'est du tube en fait qui est plié, et recouvert de caoutchouc et qui traverse de part en part le pavillon. Voilà, comme ça. C'est aussi une mise en réseau. Voilà, comme ça. Et qui finit à un moment donné, qui part comme ça. C'est un peu comme des rampes et qui traversent le pavillon. C'est voilà, la mise en réseau. Voilà, puis voilà, d'une chose on passe à l'autre, mais on n'est pas si loin. Donc d'autres peintures que j'ai commencé à travailler sur des réseaux, comme ça, d'une manière très, très simple et monochrome, où effectivement je compte beaucoup, dans une peinture comme celle-là, sur l'effet des ombres, évidemment, sur le mur. Il y a aussi l'idée du dessin infini. Oui, puis c'est des dessins qui sont faits assez vite et qu'on choisit un parmi d'autres, pas pour leur qualité réelle, mais pour une espèce de mouvement, voilà. Je sais, lorsque je dessine, que c'est pas pour le dessin que je vois, mais pour ce qui va être ensuite quand il est sur le plexiglas. Bon, je choisis comme ça comme référence un peintre que j'aime énormément, qui est Bryce Marden, qui a travaillé énormément sur ces questions d'entrelacs, de réseau, peint avec la branche comme ça. Il parle d'espace aussi dans ses travaux monochromes, par exemple. Voilà, ça c'est des peintures plus récentes que j'ai faites. Alors vous voyez là par exemple, c'est un très grand triptyque qui fait à peu près 5 mètres de long, et vous voyez toute la partie, la partie basse, c'est le mur, c'est le plexiglas complètement transparent. Et voilà. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de jouer, par exemple, de faire arriver la fleur dans le support métallique qui soutient la plaque de plexiglas. Donc c'est trois parties. Là, c'est encore aussi à Bregenz, c'est une pièce assez monumentale. Et j'avoue que c'est assez intéressant parce que souvent, quand c'est très grand, c'est intéressant. Ou alors parfois, dans ce cas précis, j'ai découpé dans le plexiglas, c'est-à-dire les formes blanches sont du plexiglas découpé, donc c'est le mur qui est vraiment là. Donc il y a cette espèce de réseau avec le diptyque et les formes blanches qui sont en fait des formes découpées dans la matière même du plexiglas. Voilà, donc ça c'était une exposition à la galerie Tadeusz Ropac, et là j'avais commencé à penser, au lieu de le faire sur fond blanc, pourquoi pas faire du papier peint. Donc j'avais fait un papier peint, vous voyez, on voit assez légèrement ces lignes grises ici, et j'avais demandé à un ami artiste, Franz West, parce que j'avais voulu faire comme un cabinet de peinture, on pouvait s'asseoir. Donc lui, il avait dessiné le canapé, moi j'avais fait le dessin du tissu. Et donc voilà, donc on avait fait comme une salle de peinture avec un canapé et les peintures autour, sur fond de papier peint. Comme dans une maison, là, en même temps. Ou un petit musée. Voilà, ça c'était l'espace, et l'espace de chez Ropac est vraiment bien pour ça. Et là, je suis allé même plus loin, j'ai fait des expositions, je faisais des papiers peints qui passent derrière les petits tableaux, ça donne ça, vous voyez. Ou même je mêle photographie, œuvres sur plexiglas, sculpture, papier peint. Voilà. Là, c'est comme une mise en abîme. Strates comme ça. Oui, mais comme une mise en abîme où tu ne sais plus où t'arrêter dans le regard. Ouais. Qu'est-ce que c'est au milieu? Alors au milieu, c'est une série de pièces qui sont un peu aussi comme des paysages. C'est une table qui est découpée en son milieu, qui est peinte en gris. Et puis j'ai fait beaucoup de pièces comme ça avec des bougies. Ce sont des bougies qui ne sont pas consumées et que, en général, avant la fin de l'exposition, toujours, elles sont allumées. Mais une taille qui évoque... Mais j'aimais bien la virginité de la mèche et voilà, l'espace du paysage, de la table. Et voilà, j'en ai fait un certain nombre comme ça. La bougie évoque évidemment l'église, mais c'est aussi une représentation de la mort dans les tableaux de la Renaissance.
Donc ça évoque des choses très fondamentales. Voilà, je sais pas s'il m'a influencé, mais en tous les cas, il y a quelque chose que je préfère, je considère que Paul Klee est peut-être le plus grand peintre des 50 dernières années. Et voilà, donc je l'aimais parce que lui aussi, il a travaillé beaucoup ces questions-là, ces questions du papier peint, de l'ornement, de l'ornemental et de la manière dont on travaille comme ça sur différents niveaux. L'abstraction, la figure, le geste. Il a pris énormément de risques. Il a également fait un très grand travail photographique sur les catacombes, entre autres, et Pompéi. Donc sur la mort, tu as certainement vu, où il intervenait sur les... Il est mort trop tôt. Des manières elles-mêmes. Il va avoir normalement une exposition à la Tate à Londres, qui je pense devrait être remarquable. C'est quelqu'un qui a tout le temps pris des risques, donc il est beaucoup moins identifiable que Gerhard Richter, qui est beaucoup plus lisible et plus directement dans la discussion photographie-peinture. Mais moi, ce que je dis toujours, Richter, c'est le Victor Hugo de la peinture. Non, le plus grand peintre, c'est Richter, hélas. Un peu, et moi, je partage ton avis, je suis pro Paul Klee. C'était un énorme peintre, mais voilà, c'est un peu Victor Hugo. On comprend tout de suite ce dont il parle. Tandis que lui, moi j'aime bien les artistes qui sont un peu plus borderline, qui sont un peu plus voyous et qui sont un peu plus décalés, qui sont un peu plus voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi discuter avec des étudiants, etc. Parce que je pense qu'il faut prendre des risques, il faut être un peu sur la corde raide, faire des trucs un petit peu minables, un petit peu moches, essayer de voir où est-ce qu'on va, etc. Et Richter, lui, il a fait toujours des tableaux magnifiques, alors c'est un peu ennuyeux. Entièrement d'accord, Paul Klee a pris énormément de risques tout le temps. Ça, c'est beaucoup plus risqué. Et il a beaucoup travaillé la transparence aussi. Le fait que ce que soit la lumière, l'arrière, etc., soit aussi important que la surface ou l'objet. Ça va au-delà de l'objet par rapport à au tableau plexi. Voilà, et puis voilà, je me suis amusé aussi à faire des petites peintures carrées, avec un peu plus d'humour, un peu plus de fraîcheur. Comme je disais tout à l'heure, à 20 ans, j'étais dans la terre, maintenant je suis plus dans le ciel, et à faire des choses un petit peu plus légères. Ça, c'est une de mes dernières expositions, avec des pièces plus petites sur plexiglas carré. Ça, c'était chez Repac, au premier étage. Voilà. J'ai fait aussi, là, on le verra pas cette fois-ci, mais là, j'ai fait une très grande série de photographies sur les lacs en Suisse et au Japon. Ici, il y a un exemple. J'aimais bien travailler l'aplat des lacs en relation avec le premier plan, les deuxièmes plans, et c'était assez intéressant même de mêler ces photographies de lacs avec les plexiglas. Voilà, donc ça, c'est un peu mes derniers travaux. Une exposition à Francfort que j'ai fait il y a quelques mois, où j'essaie de me laisser aller de plus en plus dans le dessin, un petit peu dérisoire, comme ça, un peu, je sais pas, voilà. J'ai pas vu en vrai, mais en image, il y a quelque chose de très gai, paradoxalement, je trouve, dans les couleurs choisies et dans ces tableaux, il y a quelque chose de très ludique par rapport à des choses qui étaient plus dans ma perception sur la question de la déchirure, de la transparence. Là, il y a du plein et du vide, c'est très joueur. Toujours la même technique, donc à partir d'un dessin, et l'encre qui est derrière le plexiglas, qui est très transparente, hein, c'est un demi-millimètre, donc la lumière passe à travers, il faut avoir donc ça reste très frais, très vivant. Voilà. Ça, c'est les derniers que je ramène de vacances cet été. Est-ce que tu peux peut-être dire 2 mots sur ces dessins qui sont après, donc pas en tant que tel puisque c'est les plexis, mais comment tu les choisis? Parce que tu en fais. Ceux-ci que je viens de faire, pour la première fois, ils vont pas être sur plexiglas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un fond jaune pour chacun d'entre eux, et avec un cadre un peu turquoise comme ça, et je vais les agrandir sur papier. Ça va être en fait des très grands papiers. Et donc, en fait, je vais quitter un peu le plexiglas, et je tente maintenant ça va être aussi sérigraphié et peint aussi à la main. C'est-à-dire que le jaune va être peint à la bombe, à la main, et ça va être des très grands papiers. Et voilà, donc c'est sur ces choses-là que je travaille en ce moment.
ma main à la peinture se rapproche de plus en plus. J'ai jamais encore tenu un pinceau, mais peut-être que ça va venir un jour ou l'autre. Mais tu gardes le cadre dans le double sens du terme. Voilà. Et donc ça, ce sont des choses que j'ai fait cet été et qui m'intéressent parce que justement, j'ai quelque part enlevé un peu le blanc, j'ai mis du jaune au fond. Et parce que je vais, à mon avis, abandonner le plexiglas tout en gardant certaines spécificités, une manière aussi d'appréhender le dessin. Mais il y a toujours quelque chose de la reproduction, puisque ça va être transféré. Oui. Mais moi, je travaille beaucoup avec des techniciens. Les œuvres, je ne les fais pas tout seul. Mais ça vient de la photographie. Je travaille dans des laboratoires. Pour moi, travailler avec des sérigraphes. Je ne suis pas en train de dire que la main est nécessaire au sens travail, mais je trouve que c'est intéressant que tu réfléchisses à la main, elle est déjà nécessaire pour faire ses dessins. Et alors après, ce qui m'intéresse, c'est de donner une distance à la main et faire en sorte qu'après, il y a quelque chose qui soit un peu plus loin que la simple impulsion. Donc c'est quelque chose de très chaud au départ, de très pulsionnel, et c'est pour ça que c'est des dessins que je veux très rapides. C'est un dessin comme ça, c'est fait en 2 minutes. Et puis ensuite, il y a tout le travail pour arriver à en faire une pièce qui soit une pièce très, très fixe et très présente et physiquement présente, oui. Je crois qu'on a fini, là. Oui, je voudrais rajouter 2 choses. 3 peut-être. On avait évoqué certaines femmes artistes qui n'ont pas, que je tiens à ce que tu les réévoques. On avait entre autres parlé de Marlène Dumas comme peintre. J'aime beaucoup. Puisque parce que je pense que tu considères pas mal les femmes artistes dans ton travail et dans ta vie personnelle. Et on avait également parlé de Ronnie Horn par rapport à la question de l'espace et de l'abstraction et du trou. Donc je suis très content qu'il y a de plus en plus de très bonnes femmes peintres. Là, je viens d'acheter une peinture d'une femme peintre. En fait, c'est une ancienne étudiante, Camille Olivera Fairclough, ou pas Julie Méritou, ou Marlène Dumas. Et je trouve qu'elles sont en train d'amener quelque chose dans le champ de la peinture qui est un peu différent. Et chez Marlène Dumas, il y a quelque chose de très particulier et de très... je pense qu'elle enfin, on la connaît très peu ici. Elle a actuellement une exposition à Amsterdam. C'est également quelqu'un qui a toujours enseigné au Stedelijk et ailleurs. Elle a influencé beaucoup de gens aussi différents que Urs Fischer, je dis immédiatement, ou Thomas Auceago dans Les Jeunes, et qui garde un rapport avec elle. Elle est très libre. Et il y a beaucoup d'humour dans son exposition, même si c'est quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud, qui fait un tableau presque dans la performance. Je parle de ça parce qu'il y a une rapidité qui fait partie de son travail. Mais je trouvais important qu'on parle de celle dont on avait parlé. Et puis on n'a pas évoqué, parce qu'on était vraiment centré sur ton travail, le fait que tu prends des risques dans ta vie entre être professeur, tu as également été curateur, tu te déplaces dans tous les sens du mot. J'étais même l'artiste qui s'était présenté à la direction de l'école des Beaux-Arts de Paris. J'étais le candidat malheureux, mais je l'ai tenté parce que j'ai été poussé par un certain nombre de professeurs qui trouvaient que c'était intéressant. Peut-être qu'un jour, un artiste devienne directeur d'une école. Et voilà, donc c'était aussi un moment très intéressant où nous avons fait un programme qui est un programme assez spécifique. Mais j'avoue que l'artiste, dès qu'il sort de l'atelier, etc., c'est assez compliqué parce qu'en général, les artistes, on les considère un peu comme des malades mentaux, comme des gens un peu différents. Voilà. Et là, je viens d'avoir aussi une nouvelle expérience avec le Festival de Toulouse, que j'ai essayé de mener à ma manière, avec une volonté de mettre les artistes en avant et de faire un projet très... Voilà. Et je viens d'être débarqué il y a 2 mois de ce festival d'une manière un peu violente. Je m'aperçois qu'effectivement, c'est difficile, en tous les cas en France, de considérer qu'un artiste peut avoir envie, parce que c'est son engagement aussi social ou politique, d'avoir envie de faire d'autres choses. En tous les cas, je le fais dans l'enseignement. Je l'ai fait avec le Festival de Toulouse avec beaucoup de plaisir. L'histoire s'est arrêtée brutalement et c'est dommage. Mais oui, c'est une chose qui m'importe beaucoup. Voilà. Ça peut peut-être rebondir ailleurs. Ah non, mais je continue. Mais donc, voilà. non, mais c'est la question du statut avec plusieurs rôles. Je viens d'écrire une tribune.
Alors ça aussi, c'est intéressant. On m'a demandé une tribune pour le Figaro. Je ne sais pas si ça va passer. Mais donc, j'ai écrit une tribune justement sur le rôle de l'artiste, voilà, au-delà de son atelier, et son engagement et sa crédibilité. Voilà. Il y a des artistes aujourd'hui qui aiment bien aussi faire d'une manière comme ça, éphémère, ton travail, celui de commissaire. Je pense que c'est bien de temps en temps. C'est pas que je mette en question le rôle des commissaires, parce que j'ai jamais fait de meilleures expositions qu'avec de bons commissaires et des moins bonnes expositions avec des commissaires plus faibles. Mais je trouve que l'artiste a parfois une vision intéressante et que c'est bien, parfois, s'il peut le faire, s'il en a envie, en tous les cas, de le laisser faire. En tout cas, je trouve frappant qu'il y ait moins la parole d'artiste au sens générique dans des choses communes en tant que citoyen. C'est comme si c'était pas forcément considéré comme citoyen. Il pourrait y avoir des débats qui les incluent dans la presse, dans la télé, dans d'autres médiums. Je dis pas que ça se passe beaucoup plus dans d'autres pays d'Europe, mais en tout cas, tu l'essayes. Et je trouve. Oui, j'aime beaucoup. Peut-être ça ouvre le sujet sur la position civique des uns et des autres. Est-ce que ça apporte comme par rapport au rôle de l'artiste, qui est effectivement... On peut aussi dire que tu es collectionneur, ce que je trouve aussi intéressant. Qu'il y a, alors, dans ma pratique, c'est toujours fantastique de visiter des expositions avec des artistes, parce que c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup moins rationnel dans le regard, dans la vision. Enfin, moi, c'est ce qui m'a permis le plus d'apprendre. Je trouve ça vraiment formidable. Il y a comme quelque chose qui est vu avant et qui regarde le choix ou la liberté qui est prise. La collection, c'est ça aussi. Moi, je vois souvent des gens qui viennent chez moi et disent « mais c'est une collection d'artistes », c'est comme si c'était une collection un peu différente que une collection de collectionneurs. C'est-à-dire peut-être aussi on va acheter des choses un peu différentes. Moi, j'aime ça, donc j'aime bien m'entourer d'œuvres. Et je fais pas trop d'échanges, parce que quand on fait un échange, il y a toujours un des deux qui est pas content. Donc, un qui fait. Donc, je préfère aller acheter. Moi, je vais souvent acheter directement dans la galerie sans demander de prix. Qu'on me fasse un prix comme ça, je me dis... pour montrer qu'il ne faut pas le faire pour moi. Et voilà, non, mais je trouve que c'est l'argent de l'art doit aussi, quand on a la chance de vendre un peu, etc., l'argent de l'art doit aussi aller à l'art. Et donc, voilà, et j'aime bien mélanger chez moi des œuvres de gens connus aussi avec des étudiants, aussi avec des céramiques de mes filles et tout le monde. Là, c'est le best, c'est céramique, c'est une céramique de ma fille qui a fait quand elle avait 10 ans. C'est intéressant de voir le regard des gens qui regardent avec les oreilles. Ça... Évidemment. On peut peut-être parler, là, sur des questions plus architecturales, de l'importance de la neutralité d'un lieu par rapport à son rôle, c'est-à-dire ce qui deviendra un musée, comment ça a transformé, comment les musées sont transformés dans leur fabrication et qu'on en voit beaucoup faire par des architectes stars, et comment on crée un espace suffisamment mobile pour permettre d'y mettre quelque chose. Parce que tu as pas mal de rapports avec l'architecture aussi, tu as expérimenté pas mal de musées. Non, mais récemment, on parle plus de l'architecture des musées que de ce qu'il y a dedans. C'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est vrai que pour un architecte, c'est le moment de la grande liberté, le moment où lorsqu'il fait un musée, je comprends, c'est très fort. Donc après, les artistes se plaignent souvent que les architectes sont très égocentrés, ils font des objets plus que des lieux au service des artistes. Bon, il y en a qui arrivent à concilier les deux, comme Zumthor par exemple. Zumthor crée très très peu d'espace. Je vous invite vivement à aller aussi voir les thermes de Valls qui sont absolument... En même temps, c'est bien de prendre aussi des risques pour un architecte et de ne pas non plus faire que des cubes blancs. Donc, non, mais c'est pas forcément un espace idéal et pas forcément un cube blanc, je sais ce dont je parle. Je fais des expositions sur des briques. Mais la plupart des musées que j'ai pu voir, etc., sont effectivement des musées difficiles pour les artistes. Je veux dire, même le musée de Bilbao, il est difficile pour les artistes. Donc, Guérit est un architecte immense, mais voilà, c'est compliqué. Et le centre Pompidou, c'est compliqué, mais voilà. Mais c'est une très belle utopie. Alors, le centre Pompidou, on peut bouger les murs. Maintenant, s'y habituer. On peut voir des expositions formidables au centre Pompidou, etc. Mais c'est pas le musée idéal, non.
pour les artistes, pour l'art, je ne pense pas que ce soit la mesure idéale. Mais c'est un objet qui est effectivement très atypique et très intéressant pour lui-même. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler, je pense que l'avantage de Beaubourg, c'est qu'on peut changer les murs de place et changer la taille des salles, etc. Ça suppose une scénographie à chaque fois, qui a été d'ailleurs, je trouve, assez remarquablement mise en abîme par Pierre Huyghe dans son exposition, puisqu'il a gardé les traces des temps passés. Non, mais les architectes avaient anticipé sur le devenir de l'art. C'est-à-dire que lorsqu'on a construit pendant son Pompidou, on pensait que la peinture était morte, on pensait que l'art conceptuel allait devenir un art un peu dématérialisé, donc on n'allait plus vraiment avoir besoin de simèse, qu'on pouvait faire bouger les planchers, les plafonds, etc. Donc en fait, on avait anticipé sur un devenir de l'art que prenaient les artistes d'avant-garde de l'époque, et on s'est aperçu qu'au fond, 20 ans après, ils sont complètement trompés, et parce que même si un certain type d'art comme ça continue à se développer, il y a énormément besoin de murs et de simèse pour montrer l'art. Et donc au Centre Pompidou, ils ont été obligés de les fixer à la fin dans les collections, etc. Parce que ça devenait trop cher de les changer à chaque fois. Et donc il y a ensuite justement des récupérations comme celle de Pierre qui sont intéressantes, de reprendre les murs d'avant pour j'ai trouvé que c'était formidable. Il avait aussi agrandi entre guillemets à l'extérieur. Donc parler c'est en même temps, c'est une critique de l'architecture de faire ça. Oui, mais c'est rare de le voir inclus dans une exposition. Comme tu parles tellement dans ton travail d'espace mental et physique avec des paysages, objets. Je pensais que c'était important d'évoquer ce genre de choses. En même temps, les contraintes sont toujours excitantes parce qu'elles t'obligent à penser autrement. Les expositions, c'est pas une... et sur le festival de Toulouse, j'aimerais qu'on en parle au moins 2 minutes sur le contenu, parce que tu as proposé, et c'est ce que je trouvais intéressant, de changer de forme, de ne pas être dans l'idée de plein, mais d'être concentré plutôt moins. Par rapport à des biennales, on peut citer sans artistes, par rapport à des expositions entre guillemets fleuves. Toi, tu proposais de te concentrer sur des choses assez singulières. J'en étais au début parce que c'était un modèle qui n'existait pas. Donc, il y a une année de préfiguration, une deuxième année l'année dernière, avec cette volonté effectivement de mettre en rapport le patrimoine toulousain et des projets d'artistes un peu en profondeur. D'où, par exemple, la magnifique installation de Pardo aux Augustins pour me révéler les chapiteaux romans. Et j'avais plein de projets de ce type-là, mais qui demandent effectivement un petit peu d'attention sur le contenu, d'essayer de penser aussi qu'on peut faire autrement que les autres. Et donc mon idée était de réduire le nombre d'artistes, de donner une visibilité des artistes qu'on connaît mal, d'essayer de faire réfléchir les artistes sur le patrimoine toulousain, de travailler sur des projets non pas à court terme mais à long terme. Donc là on avait plusieurs projets qui étaient prévus cette année et l'année d'après. Et je pense que voilà, l'association a décidé de passer maintenant ce festival en biennale, peut-être de revenir aux biennales traditionnelles qui demandent beaucoup d'argent, qui sont parfois un peu toutes les mêmes. Donc je trouvais ça un peu dommage, mais bon, c'est pas moi qui décide. Dans tous les cas, j'aurais aimé qu'on me laisse un peu plus de temps pour, avec justement le comité scientifique qui m'entourait, qui étaient des gens très sérieux, comme je sais pas, Philippe Vergne ou Pénélope Curtis de la Tate ou Christine MacLear de la Rauschenberg, de penser qu'on pouvait faire à Toulouse un petit festival, parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, mais différent. Mais le problème, c'est que bon, une nouvelle municipalité est arrivée aussi, les gens ne connaissent pas très bien ce qu'on peut faire, il faut du temps, et aujourd'hui, il n'y a pas d'argent et on est fébrile. Donc, ça va, voilà, cette fébrilité fait qu'on veut tout. Si ça ne marche pas tout de suite, il faut changer. Voilà, donc c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des projets qui tiennent la route sur du temps parce que il faut réussir vite, tout de suite. Bon, c'est pas que j'avais pas réussi, il y avait 140 000 personnes l'année dernière, etc. Mais je pense qu'il y a une volonté de faire des choses qui ressemblent aux autres. Et puis aussi, encore une fois, un festival dirigé par un artiste, c'est toujours un petit peu incongru. Il y a eu d'autres époques dans les années 70, et ça tu dis aussi souvent en tant que prof, mais où les artistes faisaient eux-mêmes leur lieu d'exposition, puisqu'il n'y avait pas... C'est peut-être des choses de cet ordre-là, d'ailleurs, surgissent, en tout cas dans les plus jeunes générations, mais sera éventuellement, je ne sais pas, nécessaire. Il y a un rapport de temps
différent. Quand on vieillit, on Non, mais décide de prendre plus de temps. c'est beaucoup plus simple et plus courant dans les disciplines comme la musique, le théâtre, etc. Parce que même avec les musiciens, le directeur du festival, il vient faire le bœuf avec ses copains. Même, moi, je n'allais pas exposer là-bas. Pour moi, c'était une manière de prendre mon temps au-delà de mes expositions, parce que c'est pas du tout ça qui me rend meilleur artiste, au contraire. Mais voilà, mais c'est vrai que ce ne sont pas des habitudes. Alors il faudrait peut-être les... Voilà, donc je suis allé voir les gens de la DRAC là, avant-hier à Toulouse pour essayer de les convaincre un peu, de réfléchir maintenant à la suite, mais parce que je trouve ça dommage de ne pas essayer parfois de prendre un peu des risques et de prendre un peu de temps et de faire confiance. Et en dehors de Toulouse, est-ce que tu as déjà été curateur par ailleurs? C'est une question parce qu'on n'a pas... Non, j'ai fait pour Toulouse parce que je suis toulousain, parce que j'ai ma famille à Toulouse, que je suis né à Toulouse, que lorsque j'étais enfant à Toulouse, il n'y avait rien, et que je trouvais formidable d'essayer d'aider Toulouse, et que Toulouse est venue à l'art contemporain assez tard, les abattoirs se sont ouverts, le musée assez tard, donc il y a un grand retard pour une municipalité aussi importante qui devient... une grande ville maintenant, parce qu'elle une métropole l'année prochaine, et voilà, bon, mais il y a un retard un peu avec Toulouse, plus qu'avec d'autres villes en France. C'est bien parce qu'il y a une réalisation pérenne dans Toulouse. Ah voilà, non, mais deux même d'ailleurs. Ouais. Grâce à ça. Il y a toujours bien, on va pas vous... Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on peut... Oui. Il y a toujours dans toutes les œuvres, et la façon que tu parles aussi de la rôle d'artiste, il y a cette responsabilité. J'aime beaucoup ce mot par rapport à cette façon que tu le mènes. Moi, ça m'intéresse toujours. C'est quand même assez exceptionnel en France de dire voilà, on est artiste et on a une responsabilité dans la société. Et moi, je trouve ça manque beaucoup, cette façon de le dire. Et tu le dis assez clairement, j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux parler un peu plus de cette réflexion? C'est une chose que je fais assez facilement parce que je ne me suis pas posé la question en disant il fallait que je le fasse. Pour moi, c'est assez naturel. C'est-à-dire que j'aime les artistes comme j'aime les étudiants, j'aime l'art. Voilà, je suis assez ouvert sur ce qui se fait et j'ai toujours beaucoup de passion à essayer attirer des gens, même qui connaissent pas bien l'art contemporain, pour faire aimer ce que j'aime. Donc partager, parce que c'est le meilleur moment. C'est-à-dire que le meilleur moment, c'est lorsqu'on sent que quelqu'un aime quelque chose. Et je trouvais que Toulouse manquait de ça. Je me dis on va le faire. Et puis j'ai eu cette possibilité qui m'a été donnée de le faire, donc je l'ai fait le mieux possible. J'avais été directeur artistique de l'ancien Printemps de Septembre en 2003 sur 3 ans. Ensuite, je suis parti, on est venu me rechercher, j'étais un peu le pompier de service, on venait me rechercher à chaque fois que ça allait moins bien. Là, on est revenu me chercher, mais j'ai dit, alors là, on change tout cette fois-ci. Et j'ai peut-être voulu trop changer, je ne sais pas. Et cette année, je ne voulais plus non plus être directeur artistique, parce que pour un artiste, choisir des artistes, c'est très compliqué. Alors que j'avais fait plutôt un comité sur des projets sur plusieurs années, mais avec un certain nombre de personnes pour discuter des projets. Donc c'est pour ça que j'avais demandé la direction du festival plus que la direction artistique, ce qui était peut-être pas mon rôle, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que c'est très important. Et puis c'est aussi assez important dans les relations qu'on a avec les artistes, parce qu'il m'est arrivé par exemple de débloquer des situations en téléphonant à un autre artiste, en disant allez viens, je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Là par exemple, Tatiana Trouvé voulait faire quelque chose avec nous alors qu'elle n'avait pas eu la Biennale de Venise. Je lui ai dit mais viens, tu vois, quand on va concurrencer la Biennale de Venise, tu vas montrer ton projet de Venise à Toulouse. Bon, j'avais demandé à Ed Rucher de venir parce que j'avais fait cette exposition que vous avez fait, donc, que vous avez vue. Donc il voulait faire une très grande fresque sur les bords de la Garonne, etc. Donc la relation qu'on peut avoir aussi en tant qu'artiste avec d'autres artistes permet parfois de débloquer des situations et de leur donner des défis. Et ça, je trouvais ça plutôt amusant. J'avais fait aussi avec Franz West. Là, on faisait un projet formidable avec Luc Bondy, un hommage à la disparition de Franz West. Et j'avais été voir Luc Bondy, qui est un homme de théâtre, et je lui avais demandé est-ce que ce serait possible de penser à une scénographie pour tout le musée des abattoirs, un hommage à Franz West. C'est toujours très difficile de faire un hommage à un artiste disparu parce que les œuvres sont encore vivantes, etc. Et je trouvais que c'était joli comme image de demander à un grand metteur en scène de théâtre de penser l'œuvre de Franz West, qui est aussi une œuvre vivante, comme ça. Et donc il avait fait un projet formidable, bon, qui n'aura pas lieu. Mais voilà, donc j'étais plus dans cette idée aussi de croiser les expériences
et en tant qu'artiste de favoriser en général, parce que lorsqu'il s'agit des manifestations qui sont toutes légitimes et d'une biennale ou autre et qu'on nomme un directeur artistique, en général il donne sa liste d'artistes et puis voilà. Bon, alors c'est souvent très bien. Moi j'avais pensé, j'essayais. Je le pense toujours, que c'est possible de faire autrement, surtout quand on n'a pas trop d'argent, un peu comme des petits festivals, comme était le Sundance Festival pour le cinéma, etc. Donc j'avais me dit pourquoi, puisqu'on ne peut pas faire trop lourd sans argent, est-ce qu'on peut faire un petit peu différent? Et ça, je le pense, et je pense que c'est possible de le faire dans les arts plastiques, mais voilà, il n'y a pas trop d'exemples dans le monde actuellement de ce côté-là. Et voilà, bon, moi je suis cet être un peu bizarre qui m'intéresse aussi aux autres, qui a besoin de ça aussi, parce que j'ai du plaisir à le faire. Voilà, ça n'empêche pas que je suis avant tout artiste. Je me suis aperçu aussi qu'être directeur ou commissaire, etc., c'est quand même beaucoup moins souffrant qu'être artiste. Donc parfois, c'est très agréable d'inviter un artiste, de faire accrocher son travail au mieux, etc. Bon, si ce plan, c'est lui, c'est pas vous. Et voilà, ça, je le sais en tant qu'artiste. Donc aussi, c'était du plaisir pour moi de le faire en plus et de travailler aussi avec des experts et de voir comment on pouvait envisager l'art en groupe, parce que j'aime beaucoup travailler en groupe. Donc c'est pour ça. Donc j'ai commencé ma carrière avec un autre artiste. On a travaillé à deux pendant des années. Ça s'appelait Basile Bustamante. Et voilà, ça a toujours été un plaisir pour moi. C'est pour ça que j'aime aussi l'enseignement et les échanges. Oui, mais ça, tu vas forcément continuer. Il y a toujours une autre forme. Ah oui, non, mais j'arrête pas. Non, mais on raconte des péripéties du moment. C'est forcément, il y aura un ou l'autre projet qui continueront. Je voudrais savoir ce que ça veut dire exactement qu'un musée difficile pour un artiste. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un musée difficile pour un artiste? Un musée, comment je pourrais dire? Un musée difficile, c'est lorsque vous arrivez dans un lieu et que vous vous posez la question de savoir comment vous allez pouvoir montrer votre travail dans les meilleures conditions, avec une visibilité suffisante pour qu'elle ne soit pas trahie et que l'architecture elle-même soit la plus au service des œuvres que l'inverse. Et parfois, il y a des musées qu'effectivement, si vous avez, comme on le voit dans certains musées, une architecture qui est extrêmement visible plus que les œuvres, c'est compliqué. Donc jouer contre l'architecture, c'est comme deux comédiens. Si vous jouez avec un comédien, il y a des gens qui aiment jouer même avec des comédiens de qualité. C'est quelqu'un qui joue avec vous et pas contre vous. Et moi, je pense que c'est important que l'architecture ne soit pas contre l'artiste, mais soit avec l'artiste, c'est-à-dire qu'elle puisse, à un moment donné, l'aider à montrer son travail dans les meilleures conditions. Donc, je trouve que l'architecture doit être à ce moment-là, à mon avis, au service de l'artiste et pas l'inverse. Voilà. Donc, et souvent, il y a cette volonté chez l'architecte-artiste de montrer qu'il est aussi là comme artiste. Et voilà. Bon, après, parfois, ça peut passer. Moi, je me suis vu, par exemple, le musée de Serralves de Cisa, qui est un musée formidable fait par donc c'est un grand architecte. Ben, l'architecte est là et les artistes sont bien aussi. Alors, quand il y a ce juste niveau, c'est formidable parce que vous pouvez regarder l'architecture, elle est là et les œuvres aussi, et les deux ne se gênent pas. Moi, je voudrais rajouter des choses presque pratiques dans mon expérience, c'est qu'une mobilité est nécessaire, c'est-à-dire qu'on puisse clouer au sol, clouer au mur, pendre au plafond, etc. Il y a parfois, c'est plus rare qu'on ne croit. On dit aussi que l'art naît de contraintes, donc la contrainte liée au lieu d'exposition peut aussi être une source d'inspiration et amener à une réflexion. Absolument, mais là, c'est autre chose. Un musée ne doit pas être avant tout un lieu de contrainte. Lorsque j'invite des artistes à Toulouse, au musée des Augustins ou à l'église des Jacobins ou dans un patrimoine où il y a une vraie architecture qui est là, que l'on connaît, et qu'un artiste va se faire un projet avec le lieu lui-même, ça peut décupler, ça peut faire en sorte que l'œuvre, au contraire, devienne encore plus magnifique. Et au contraire, l'artiste va jouer avec l'architecture et faire une œuvre qui convient, et qui se conjugue avec l'architecture. C'est autre chose. Musée, on parle de collection. Il y a une permanence. Mais je pense à des lieux qui n'étaient pas faits pour être des musées, qui sont devenus des musées. Oui. Il y a des choses, je pense au Castello di Rivoli, comme un endroit absolument magistral. Bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il y a un musée idéal, mais il y a quand même tendance à ce que
Enfin, moi, j'ai vu des choses... Non, mais vous avez en France, souvent on le voit dans les régions, quand un château, et on ne sait pas quoi faire qu'un château, ça devient un centre d'art. Donc il y en a plein comme ça qui sont difficiles. Je ne sais pas, Rochechouart, je ne sais pas d'autres. Et bon, il y a des musées comme la Reina Sofia, par exemple, qui était un vieil hôpital à Madrid, etc., qui a été, je trouve, plutôt assez bien rénové, même si ensuite, Jean Nouvel a fait quelque chose, a fait un geste architectural. Voilà, et donc il y a des gestes qui continuent le lieu patrimonial, et chacun y va avec les qualités pour quelque chose qui ensuite peut devenir... Il y a des parties qui sont, je trouve, très belles chez Jean Nouvel, d'autres moins. Et dans l'austère hôpital qu'est la Reina Sofia, c'est particulier de voir les tableaux d'une salle à l'autre. Il y a une atmosphère que je trouve parfois un peu lourde à la Reina Sofia, ancienne. Quand je parlais de lieux qui n'étaient pas faits pour être des musées, je pensais justement au musée de la Reine Sophie à Madrid. Voilà, ouais. Et par exemple, là, c'est un truc établi, mais j'ai eu la chance d'aller à Madrid il n'y a pas longtemps. Il y avait l'exposition de Richard Hamilton. La circulation est tellement compliquée qu'on a raté un quart de l'expo et qu'on a dû retourner voir l'exposition parce qu'on ne l'avait pas vue. Ça, c'est des vraies contraintes. Donc, ça oblige dans le parcours d'encore plus signifier le parcours. Par exemple, il y avait une autre exposition de Thomas Schutte qui était sublime, qui avait investi tout le rez-de-chaussée. Et là, le bâtiment servait à son plein, si j'ose dire. Voilà, c'est ça, les contraintes. Moi, j'aurais aussi une question. Si vous voulez qu'on revienne à votre travail... je voulais savoir si vous aviez exploré l'image en mouvement, parce qu'en fait, dans tout votre travail, il y a quelque chose autour du temps, autour de le temps qui s'arrête. Mais est-ce que justement, par contradiction, est-ce que vous avez eu envie d'explorer le mouvement? Je me suis souvent posé. Je pense que dans une autre vie, j'aurais aimé faire un film, mais je pense que le cinéma est une chose qui est compliquée, et je suis beaucoup plus... séduit devant la présence physique d'un objet, le côté immobile des choses, même si elle bouge avec la lumière. Et je n'ai jamais fait de film, j'ai jamais fait de... Mais je me suis posé évidemment beaucoup la question. Mais j'ai d'ailleurs un peu de problème avec l'art vidéo, par exemple. Et voilà, j'aime les regarder, mais pour moi, je le vis pas de la même façon qu'une sculpture, qu'une peinture, qu'une installation, quelque chose de fixe. J'aime bien l'idée d'être moi-même en mouvement en tant que spectateur et regarder les choses immobiles. Vous regardez beaucoup les artistes. Je voulais savoir si vous n'avez pas parlé de lecture, de textes, de textes référentiels ou de textes théoriques. Je pense à ceux de Rosalind Krauss, par exemple, sur le rapport entre la photographie et la sculpture. Est-ce que ce sont des choses qui vous nourrissent aussi ou pas du tout, ou comment vous fonctionnez par rapport à l'écrit? Il y a la période, c'est question de génération et d'âge. L'apprentissage, où on lit beaucoup. Après, moi j'ai 62 ans aujourd'hui, j'ai lu beaucoup. Et aujourd'hui, je me fie moi-même à ce que je regarde. Pas aux étudiants, je leur demande de lire des choses. Mais moi, j'avoue, je lis plus beaucoup, non. Je suis en train de voir de quelle manière, parce que je pense que les œuvres les plus intéressantes, c'est les œuvres de jeunesse et les œuvres de vieillesse chez un artiste. Donc, je me prépare à faire mes meilleures œuvres dans l'avenir. Donc, j'étais, comme on dit aux États-Unis, j'étais pendant longtemps un mid-career artist. Non, j'étais au milieu, mais là, ça commence à passer. Et je me dis, et j'aime beaucoup, je dis ça aux étudiants, faites très attention à la manière dont vous allez vous présenter la première fois, parce que je crois que c'est très important. Donc, prenez votre temps, dans la mesure aussi... Bon, c'est aussi une question générationnelle de l'esprit du temps. Je leur dis, vous allez vivre jusqu'à 100 ans, votre génération. Donc, eux, ils veulent être tout de suite connus, ils veulent faire des expositions rapidement, je le comprends tout à fait. Puis l'art est un peu à la mode, donc il y a des stars, etc. Et je trouve que c'est très important de prendre du temps. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de contradiction qui est la vie d'un homme qui va, normalement, s'il n'y a pas de catastrophe, durer quand même assez longtemps. Et cette volonté aujourd'hui
du fait du marché de l'art, du fait de la situation de l'art aujourd'hui, qui va beaucoup plus à cause de la mondialisation, mais il y a un plus grand nombre d'artistes, il y a moins de courants aujourd'hui, tout est art, les idéologies sont un peu moins cadrées entre un bon artiste indien, africain, sud-américain, c'est très difficile, donc les critères d'évaluation aujourd'hui sont plus complexe, on le voit, les collectionneurs sont un peu perdus, les galeries montrent des artistes du monde entier, parce que si elles ne le font pas, elles ne sont pas à la mode. Et donc il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes artistes qui se retrouvent aujourd'hui dans une compétition planétaire, alors que moi, ma génération, c'était entre l'Europe et les États-Unis, c'était pas plus que ça. Et ils vont vivre jusqu'à 100 ans, mais ils sont pressés. Donc voilà, c'est un défi. Donc voilà, après, je réponds pas vraiment à votre question là, mais c'est voilà. Donc il y a des textes à écrire, oui. Je pense que aussi, alors il y a des critiques d'art écrivent moins. Les historiens d'art aujourd'hui préfèrent faire des expositions comme commissaires parce que ils sont plus connus plutôt que de rester à leur bureau à écrire des vrais livres où ils écrivent des textes ou des catalogues d'expositions. Des historiens d'art qui prennent le temps d'écrire aujourd'hui, comme vous avez l'air d'en avoir envie, il n'y en a plus beaucoup non plus. Ça aussi, ça manque. Oui, ça c'est un peu, je trouve que c'est la même chose, il y a de moins en moins de place pour ce qu'on appelait les intellectuels par rapport à une autre génération. Le temps de la pensée, c'est celui qui est le moins traité, je trouve, aujourd'hui. Le moins bien payé, il y a le moins d'espace. Enfin, je trouve que ça, c'est pas que des historiens d'art, je trouve que c'est dans d'autres mondes, il y a moins de place philosophique, sauf cas exceptionnel, je veux dire. Oui, mais tout est très paradoxal, parce qu'il y a de l'art partout, il y a des galeries partout, il y a des centres d'art partout, et il n'y a pas beaucoup d'art, et on ne réfléchit pas beaucoup d'art, mais il y a un marché considérable, voilà, puis il y a la contradiction avec l'économie, c'est quand même fou dans la crise dans laquelle on vit aujourd'hui, de voir à quel point l'art se vend bien. C'est une petite partie, je trouve que c'est... Et on parle plus des valeurs d'une toute petite partie par rapport à ce qui se passe dans ce que... L'art est plus grand que ce qu'on évoque. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci à vous.